Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Osons réinventer l'avenir. Tel est le thème ambitieux de la rentrée littéraire du Mali pour 2015, alors même qu'on est en droit de s'interroger sur la pertinence de l'écriture en Afrique, en ces temps de crise pernicieuse de la conscience universelle, temps de crise marquée comme d'un stigmate par la perte du sens de l'essentiel. Thème ambitieux en effet, car au fond, n'est-il pas déjà trop tôt ou trop tard pour prétendre réinventer l'avenir, comme l'a écrit en d'autres circonstances un certain Frantz Fanon. Voilà quelques-unes des questions que je vais avoir à débattre avec nos invités de ce soir, qui sont par bonheur deux écrivaines que j'ai le grand plaisir de recevoir sur le plateau d'À votre avis pour vous ce soir. Madame Keltoum Sennhauser, vous êtes peintre, chanteuse et poète. Et Madame Niaré Fatmata Keita, vous êtes écrivaine. Merci mesdames. Merci. D'avoir accepté notre invitation, en sachant que vous porterez certainement très haut la voix de l'écriture féminine africaine. L'écriture en général d'abord et l'écriture féminine ensuite. Très bien. Voilà. Mais avant, voyons ce que dit le micro-trottoir d'À votre avis. Elle ne réinvente pas l'Afrique, mais elle contribue à, je ne dis pas à une autre écriture de l'Afrique, à une autre vision de l'Afrique, mais elle permet au moins de faire le point sur la marche de l'Afrique. Sans écriture, vraiment, on peut dire qu'il n'y a pas d'avenir, parce que l'écriture, c'est la source de tous les savoirs. Moi, je pense que l'écriture peut encore améliorer l'avenir. Nous, on a appris dans les livres et on se dit qu'il y a beaucoup de savoir et beaucoup de pensées qui sont enfouies dans les livres. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, quand on se fonde beaucoup sur la littérature, il y a des courants de pensée, il y a des méthodes, des techniques et même des techniques de gestion des États qui sont enfouies dans les documents. Mais on ne les trouve pas. Donc la littérature, qu'elle soit romancière ou les documents de formation, elle peut réinventer l'Afrique parce que on continue par apprendre dedans et on va toujours apprendre dedans. Il faudrait que l'Africain lui-même reconsidère la littérature comme étant un facteur, un moteur de développement, de transformation véritable. Vous savez, en Afrique, il y a un phénomène récurrent. D'ailleurs, pour parler même du Gabon, on n'aime pas réellement lire. On se contente d'écouter plutôt que de lire. Je pense que l'écriture peut changer l'avenir. Quand il s'agit de l'écrivain engagé, il s'agit de l'écrivain qui participe à une éducation, à une prise de conscience, et ensuite l'écrivain qui contribue à modifier les comportements. L'écriture peut réinventer l'avenir. Cela s'explique par quoi? Le savoir se trouve dans le livre. Tout ce que nous avons su de ceux qui nous ont précédés viennent du livre. Et l'avenir aussi est prédit par le livre. Donc je pense que l'avenir peut bel et bien être réinventé par le livre, par l'écriture. Tout le monde, en réalité, en vue de réinventer ou de revoir l'avenir, doit beaucoup s'inspirer des écritures. Oui, la littérature peut participer à l'émergence de l'Afrique. Il s'agit de mettre en valeur nos richesses culturelles, de protéger nos valeurs, de les mettre en valeur, éviter l'aliénation, l'acculturation
lutter contre cet art, essayer de combiner la culture et les technologies de l'information et de la communication, qui est vraiment aujourd'hui un outil indispensable pour le développement. Moi, je me dis que de tout temps, la littérature a toujours été au service du peuple. Et le but même essentiel de la littérature, c'est de, n'est-ce pas, amener à la prise de conscience. Et de là, en tout cas, si vous prenez tous les grands écrivains de ce monde-là, leur but, c'était de faire quoi? C'est d'amener la population à prendre conscience des enjeux qui se passent dans le milieu où cette littérature est même produite. Ouais, si on parle de réinventer, cela veut dire qu'on a d'abord inventé. Je pense que l'écriture peut bel et bien réinventer l'avenir. Si vous voyez que l'Afrique est en retard aujourd'hui, c'est parce que nous les Africains, nos arrière-grands-pères n'ont pas appris d'abord à écrire. C'est pourquoi là où nous sommes, on est dans ces retards. Si on avait pu écrire, moi je pense que l'Afrique allait être parmi les meilleurs continents du monde aujourd'hui. Nous sommes en train de nous écarter considérablement de ce qui fait de nous des vrais Africains, de ce qui fait de nous la fierté africaine, notamment nos coutumes, nos cultures. Si nous marquons un réel retour, n'est-ce pas, à ces valeurs culturelles qui font de nous un réel Africain, je crois aujourd'hui la littérature, comme je l'ai dit tantôt, qui est constituée de civilisations, qui est constituée de cultures, de langues, permettra naturellement à l'Afrique de réinventer l'avenir. Effectivement, la littérature doit être aujourd'hui prise en compte dans la perspective de chercher, n'est-ce pas, les voies et moyens pour non seulement ces atouts considérables en matière de système d'énonciation, mais aussi son rappel d'histoire de l'Afrique. La littérature, tant qu'elle a la possibilité de poser les problèmes réels et les problèmes de société, elle doit pouvoir porter à réfléchir. En fait, quand parlons de littérature, il faut bien scinder. Est-ce que nous allons vers une littérature d'évasion, une littérature pour faire le loisir? Non, mais lorsque nous rentrons dans la littérature qui fait réfléchir, même de façon ludique, je pense que nous en avons besoin aujourd'hui. Le Mali est confronté à de nombreux problèmes actuellement parce que les jeunes avec les histoires de Facebook n'ont même plus le temps de lire. Donc il faut que nous ayons vers une lecture, surtout électronique. Il faut que les gens acceptent de lire. Parce que vous voyez, nous on a même des problèmes pour s'exprimer en français dans la mesure où on ne lit plus. C'est en lisant qu'on peut vraiment bien maîtriser la langue des Molières. Et puis comme on le dit, la parole s'envole, l'écriture reste. Ça c'est un des avantages majeurs pour l'écriture. Bien, le 24 février sera donc la date de la rentrée littéraire 2015 du Mali, sous le thème « Osons réinventer l'avenir », comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon introduction. Alors, Madame Sennhauser, dites-nous d'abord que signifie réinventer l'avenir. Réinventer l'avenir, c'est un rapport à l'histoire africaine. Je pense que l'histoire africaine a existé et donc elle peut être réinventée aussi. Pensons que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés qui font qu'aujourd'hui nous avons le devoir de repenser notre avenir qui est combien compliqué aujourd'hui. Madame Nyare Fatmata Keita, vous nous donnerez votre vision de la réinvention de l'avenir, mais je voudrais ajouter une petite question. Pourquoi oser? Oser, c'est une audace. C'est effectivement une audace de vouloir réinventer l'avenir, parce que ce slogan, déjà, nous le tenons de Thomas Sankara dans son discours du 4 octobre 1984 à l'ONU, lorsqu'il engageait les peuples africains à inventer l'avenir.
Aujourd'hui, nous avons l'audace de dire il faut oser réinventer l'avenir. Parce que l'avenir dont parlait Thomas Sankara, c'est le présent que nous vivons aujourd'hui. Et surtout, un présent qui est garni de difficultés, de conflits, de crises multiformes à travers le monde. Donc nous nous disons, il faut revoir ce qui a été inventé, repenser encore dans le sens de soigner, afin d'avoir un monde meilleur, dans lequel il y aura une communauté de paix et de reconstruction du monde. Et non toute cette guerre-là est synonyme de destruction énorme. Voilà. Et en quoi la littérature est-elle fondée à réinventer cet avenir? Bon, la littérature permet d'avoir une pause sur l'histoire elle-même. Donc les hommes réfléchissent à leur avenir. Donc soit ils condamnent, soit ils approuvent. Et chacun a sa vision de cet avenir-là. Et ce qui fait que chacun essaye de l'exposer comme par des écrits. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons le devoir de repenser notre avenir parce qu'elle est un peu compliquée. Nous ne savons pas où aller, nous ne savons pas que faire. Et donc, les écrivains sont là pour essayer de faire la pause, de faire l'autocritique de notre continent, de nos pays, et d'essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut apporter en tant qu'écrivain sur la réflexion des différents problèmes que vivent nos États. Et voilà, donc je pense que c'est ça le rôle de l'écrivain. Oui, mais moi je trouve ça prétentieux. Je ne sais pas en quoi une plume peut être un instrument de réinvention du monde. Il y a un problème là. Expliquez-moi. Moi, je dis tout simplement que toute action a commencé par une idée. Et alors l'idée, on la pense avant de la sortir avec la plume. L'idée même d'inventer le monde, ça s'est fait avec ceux qui ont pensé, c'est-à-dire les penseurs, les chercheurs, les écrivains, les économistes, les décideurs. Et donc, ce n'est pas autant prétentieux que ça, parce qu'il faut réfléchir le monde. Et réfléchir le monde, ce n'est pas seulement réfléchir et garder ce qu'on a dans la tête, c'est le ressortir aussi à travers la plume. Le ressortir à travers la plume pour qu'on puisse aller avec ce qu'on pense, les idées, pour reconstruire. Donc c'est dans ce sens-là que la réinvention est possible, que l'invention déjà est possible, et ensuite la réinvention qui n'est qu'une révision de ce qui est inventé. Voilà. Alors tout à l'heure j'ai dit réinventer l'avenir. J'ai fait exprès dans ma deuxième question de vous dire réinventer le monde. Vous n'avez pas fait la différence entre les deux. Oui. Alors que inventer le monde, ça c'est de Rimbaud plutôt. Oui. Alors que l'autre était de Sankara. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit exactement de la même chose? Bien sûr. Oui, Keltoum, vous pensez que c'est la même chose? C'est la même chose, oui. Oui, parce que l'histoire de l'humanité est faite de bouleversements, donc de changements. Et donc l'homme a toujours cherché le meilleur. Et donc pour avoir le meilleur, il faut prendre le temps de révisionner le passé et de voir ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas marché dans le passé et comment va le présent pour se projeter dans le futur. Oui, mais est-ce que ça, c'est la vocation de l'écrivain? Ma question est là. Est-ce que ça, c'est le rôle de l'écrivain que de révisionner, c'est ce que vous avez dit, Keltoum, de révisionner le passé afin de le comprendre pour se projeter positivement dans l'avenir? Mais est-ce que ça, c'est la vocation de l'écrivain? Effectivement, c'est la vocation de l'écrivain, parce que je trouve que l'écrivain, en écrivant déjà, il s'engage. Donc ça veut dire que... Excusez-moi, Fatmata, je vais revenir à cette question, mais je voudrais, parce qu'elle a parlé de révisionner, ça m'a donné une idée tout à l'heure. Est-ce que écrire est un acte politique?
Non. Je pense que écrire, c'est dénoncer ou dénoncer ce qu'on pense être soit pas juste ou juste. Donc ça dépend, c'est contradictoire. Voilà un peu. Et disons, l'écrivain a le choix d'aller vers où il se sent mieux. Faire de la politique, je pense que tout le monde fait de la politique. Ouais. La politique, c'est une approche qui permet de dire les choses ou de faire les choses parce que par intérêt ou par... elle est compliquée. Et donc aujourd'hui, nous sommes obligés de... moi, je ne peux pas dire, je ne sais pas si je fais de la politique ou pas, mais je fais en sorte d'apporter ce que je pense être juste pour le bien-être de mon pays. Ça veut dire réfléchir sur certains points que je pense où j'ai, disons, comment dire ça, oui, de donner mon avis sur ce qui se passe. Et ça, je ne peux le donner soit en chantant ou en écrivant. Voilà, ou bien aller au grain et puis dire ce qu'on pense sans avoir la possibilité de se faire entendre ailleurs. Voilà, et comme ça, je pense que tout le monde fait de la politique quelque part. Et l'écrivain choisit son domaine. Voilà. Je m'excuse, Madame Yaré, Fatmata Keita, je vous avais interrompu, mais en fait c'est parce que je voulais que nous discutions un peu avec Keltoum de ce point-là. Je vous redonne la parole. Et moi j'ai envie d'aller dans le même sens que Keltoum, parce que l'écrivain, quand il décide de prendre la plume, c'est pour s'engager, et cet engagement est constant, il est renouvelé. Déjà s'engager, c'est prendre position. Si faire de la politique, c'est refuser le silence, ça... on peut appeler ça faire de la politique. Mais le rôle de l'écrivain, ce n'est pas de décider de façon politique. Voilà. Nous attirons l'attention sur des choses, sur des tares de la société, pour amener le peuple à être conscient devant un fait, pour focaliser les regards et des décideurs et du commun des mortels devant un problème. Maintenant, c'est aux décideurs de prendre des décisions pour remédier au problème et trouver des solutions. Donc, dans ce sens aussi, c'est une façon de faire la politique, sans parler de l'écriture en tant que qui s'habille d'un habit de militantisme. Non, je ne parle pas de ça, mais je parle de l'écriture lorsque l'écrivain est amené à s'engager, à dénoncer, à critiquer pour focaliser les regards et puis assurer la prise de conscience de son peuple et amener les décideurs à se prononcer, à agir pour remédier ce problème. Et là, alors, il fait de la politique. Vous écrivez pour qui? Pour qui est-ce que vous écrivez? Mesdames, moi j'ai commencé. Vous et vos consorts et vos confrères au-delà de ce plateau, vous écrivez pour qui? Lorsqu'on me posait cette question au début, je disais j'écrivais pour moi. C'est pour mon équilibre que j'ai commencé à écrire. Mais maintenant, j'écris pour tous ceux qui trouvent dans mon œuvre quelque chose d'utile, une idée ou quelque chose qui peut faire avancer la discussion. Voilà. C'est un peu prétentieux, mais je pense que j'écris pour mes lecteurs maintenant. Tous ceux qui trouvent quelque chose de passionnant dans mon œuvre. Tous ceux qui sont séduits par ce que je fais. J'écris pour cela. Keltoum, quand on vit dans un pays où 95% de la population est analphabète, ne sait ni lire ni écrire, n'a pas du tout accès de quelque manière que ce soit aux produits de l'écriture, pour qui écrit-on en réalité? Au-delà de la tendance égoïste de départ dont Fatmata vient de parler, puisqu'elle a dit « j'écrivais pour moi-même au départ ». Pour qui écrit-on dans des conditions de ce genre? Bon, c'est compliqué, c'est vrai. Écrire pour 90% d'analphabètes, c'est compliqué. C'est vrai. Mais dans nos sociétés, il y a... C'est vrai que c'est vraiment pas, je pense que c'est vraiment compliqué là. Mais nous avons aussi d'autres formes d'expression qui est, je trouve, par exemple, moi je peux parler de chez moi.
C'est où chez vous? Je suis de Kidal. Je sais. Oui, voilà. Allez-y. Et chez nous, on écrit le tifinagh et beaucoup de femmes utilisent cette écriture-là justement pour échanger des courriers d'amour ou des trucs. C'est comme ça. Et on est aussi tous pratiquement poètes. Donc ça va de bouche à oreille, comme on dit. Et maintenant, avec les réseaux sociaux et puis les téléphones et tout, les gens se permettent maintenant de s'envoyer des messages de poèmes et qui se lisent sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et maintenant, écrire en français, ça c'est une autre chose. Là maintenant, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Non, mais je sais que c'est une problématique fondamentale de la littérature africaine, enfin de la littérature en Afrique, mais d'expression française ou anglaise ou portugaise, puisque disons que nous sommes de ce point de vue tributaires de notre histoire coloniale, et il y a effectivement un hiatus entre celui qui écrit et le public pour lequel il est supposé écrire. Alors, question subsidiaire, qui vous lit? Puisqu'il y a ceux que vous prétendez viser, mais en réalité, qui vous lit? Moi, je ne suis pas pessimiste. Je sais que la majorité de la population ne parle pas français. Ceux qui parlent français disent n'avoir pas le temps, mais ça commence à changer. Les scolaires me lisent. Ils savent lire maintenant, les scolaires? Oui, alors là, ils savent lire. Ils savent lire, il faut... Voilà. Et les scolaires me lisent. On a des lecteurs ici. Mais comme pour revenir à la question que vous avez posée, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Il me dit, en fait, nous écrivons pour qui? Tu ne penses pas, Fatmata, qu'on écrit pour la France? Parce que la France est un pays de littérature. C'est une question fondamentale qui fait réfléchir. Mais puisque le monde est à réinventer, l'avenir est à réinventer, là aussi, il faut réinventer. Il faut réinventer pour dire que l'écriture déclamée, c'est-à-dire écoutée, peut être envisagée. C'est que nous sommes en train d'essayer de faire maintenant. Je vous ai donné un CD de poésie que nous appelons maintenant Plume plus musique, que nous déclamons sur fond musical pour permettre à ceux qui n'ont pas le temps de lire d'écouter ces CD dans leur véhicule ou bien au salon d'été ou bien dans leur maison. Et voilà, c'est une autre forme de valoriser ce que nous écrivons, puisque ce sont nous qui sommes les auteurs. Alors, il va falloir que nous essayions de trouver des modes qui sont adéquats à notre culture, à notre environnement, pour véhiculer ce que nous écrivons. Donc, je ne suis pas pessimiste. Très bien, je constate simplement, d'après ce que Kaltouma a dit, d'après ce que vous-même vous avez dit, c'est que mon cousin qui se trouve au village là-bas ne fait pas partie de vos cibles. C'est vrai, malheureusement. Mais ça ne va pas rester comme ça non plus, parce que de plus en plus d'enfants sont envoyés à l'école. Et c'est à nous d'agir pour que le plus de gens s'intéressent à l'écriture à bas âge. Et ce goût-là, ça se cultive. Voilà. Kaltoum, dites-moi, est-ce que chez nous, en Afrique, d'une manière générale, la littérature peut être un facteur de changement social? Et si oui, dans quelle mesure? Oui, parce qu'elle permet de s'informer. Oui. Elle permet de trouver, de participer justement à la réflexion collective. Donc, je pense que aujourd'hui, elle est malade, mais nous espérons, avec ce que nous osons dire, réinventer l'avenir, que cela va changer dans les mentalités des Africains.
Et j'ai constaté une chose, c'est que les gens s'intéressent beaucoup aux réseaux sociaux, à Facebook et Internet et consorts. Même ceux qui ne savent pas lire aujourd'hui peuvent envoyer des messages. Et je pense que peut-être que les gens vont se donner la peine un jour de vouloir lire. Très bien. Nous allons faire un petit exercice. Je vais demander à Fatmata. J'ai un de vos poèmes ici. Je suppose que c'est le dernier que vous avez écrit, qui est intitulé Réinventons l'avenir. Okay. Je vais vous demander de nous en lire un extrait. Okay. Et puis ensuite, nous allons discuter de cet extrait-là par rapport à l'impact qu'il peut avoir sur nos petites vies quotidiennes. Je l'ai ici. Ah, vous l'avez aussi. Très bien. Très bien. Alors, ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Et ça a subi quelques retouches. Ça, c'est la dernière version donc, que j'ai. Très bien. Alors, je vous indique simplement, parce que ce n'est pas tout le poème que je vous demande de lire. Je vous demande de vous arrêter là. OK. Osons réinventer l'avenir. Il est venu un matin, mon fils est venu le matin. Regard inquiet, sourire distrait, genou à terre. Devant moi, il s'est accroupi comme un chaton apeuré et m'a posé la question que voici libellée. Maman, le monde restera-t-il ainsi sombre? Y aura-t-il toujours la guerre au Mali? Je l'ai regardé désemparé, je l'ai regardé le cœur lourd d'angoisse, les larmes au cœur que j'avale, pauvre des fils, monsieur, je dis. À ton âge, je posais aussi des questions, mais pas de cet ordre-là, quelle malédiction. Pardonne-moi de t'avoir livré à cet enfer, et puisque pour l'apaiser, je me dois d'opprimer mes larmes pour à leur place opposer un poème d'alarme que j'ai porté tel un enfant et mûri à force de désarroi. Je lui réponds aujourd'hui, je réponds à mon fils ceci. Osons réinventer l'avenir. Pour nos consciences qui ont tout vécu, pour nos mémoires qui se souviennent de l'ignoble, pour nos enfants qui nous regardent inquiets, pour le legs que nous nous devons de leur laisser resplendissant. Osons réinventer l'avenir pour qu'il fasse enfin jour sur l'univers et que prévale alors sur le monde un ordre plus gai, afin que s'entendent d'autres vibrations sonores que celles des canons qui crépitent, des bombes qui éclatent, des chars qui crachent, des grenades qui pètent et hontées. Osons réinventer l'avenir. Merci Fatmata. Keltoum, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous venez de Kidal. Est-ce que ce poème lu à Kidal peut avoir un impact sur la situation que vit la population de Kidal depuis quelques années? Les femmes de Kidal, je ne sais pas, ont écrit des poèmes encore plus poignants, disons, sur la crise. Et ils ont eu des cris de détresse, des cris d'espoir. Et bon, je pense qu'elles l'ont toujours. Et elles sont animées aussi de beaucoup d'espoir. Parce que c'est l'espoir qui nous permet d'avancer. Et cet espoir est toujours là. Nous ne désespérons pas. Nous pensons qu'un jour, il y aura une solution. Mais bon, elle tarde à venir, mais elle viendra un jour. Donc, cela dépendra des hommes, de leur capacité de sagesse, de voir le plus juste pour leur peuple. Et j'espère que les cupidités seront mises de côté et que l'intérêt de nos nations sera mis en avant pour un monde meilleur pour nos enfants. Et vous pensez que la poésie, la littérature peut y contribuer? Oui, parce que les gens écoutent beaucoup. La poésie, c'est comme une mélodie, comme elle a si bien lu son poème tout à l'heure. Et c'est une mélodie qui vous reste dans l'esprit. Et une mélodie accompagnée des mots forts. Et la poésie a toujours été un élément peut-être
un des éléments qui ont apaisé ou qui ont fait réfléchir l'humanité. Et je pense que ça peut jouer un grand rôle, oui. Fatmata, est-ce que l'écriture féminine a une spécificité existentielle? Est-ce que si vous, femmes, moi, homme, nous écrivons sur le même sujet, le fait que vous soyez une femme, votre écrit sera différent du mien? Si oui, de quel point de vue? Ça, cette discussion est très souvent revenue. Ça me rappelle Anane qui me dit qu'il n'y a pas d'écriture féminine. Mais je dis, une écriture, lorsque c'est une femme qui l'écrit, ça va apporter la touche sensuelle de la femme, forcément. Mais ça dépend aussi des thèmes. Parce qu'il y a des thèmes qui peuvent me parler, qui ne vous parleront jamais. Quand tu vas dans une salle d'accouchement et qu'une femme parle de ça, ce ne serait jamais la même chose que lorsqu'on en parle. Vous parlez de sensualité, excusez-moi, vous parlez de sensualité féminine, mais vous pensez que les hommes n'ont pas de sensualité? Non, pas du tout, M. Mariko, ce n'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que la touche féminine, le regard féminin sur un problème donné, et ça je dis aussi que ça dépend du sujet, bien sûr. Et alors, ça n'a pas la même chose. Je vais vous donner un exemple pratique. Quand un homme parle de polygamie, même s'il est du côté des femmes, ce n'est pas la même chose que lorsqu'une femme qui est dans les affres de la polygamie, qui prend la plume pour en parler, ça ne va pas être la même chose. Ça, c'est vrai. Mais l'écriture spécifiquement féminine, il y a des femmes qui peuvent écrire des textes quand tu les prends. Moi, j'en ai fait. Tu as l'impression que c'est le texte d'un homme. C'était un récit que j'ai écrit, c'était ma première nouvelle à la première personne je, mais c'était un homme qui parlait de ses déroutes dans le monde qui l'ont conduit en prison. Donc, tu peux lire le texte du début jusqu'à la fin, tu ne vas jamais savoir que c'est une femme qui l'a écrite. Alors, ça dépend. Cette grande discussion parlant de l'écriture féminine comme s'il y avait une écriture purement féminine. C'est vrai que lorsqu'une femme écrit une œuvre, il y a la touche féminine qu'on peut ressentir, je dis bien souvent, on peut souvent ressentir ça, mais pas forcément dans tous les cas, ça dépend des sujets. Alors, dans le grand désordre mondial que nous vivons actuellement, on n'entend pas beaucoup les écrivains. Pourquoi? Par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu cette histoire de Charlie, il y a des histoires de Boko Haram, il y a des histoires de Daesh, enfin, il y a tout ce désordre-là. Et puis il y a la crise économique, il y a tout ça. Les littérateurs sont inaudibles. Ou n'est-ce pas leur problème? Ça ne peut pas ne pas être leur problème parce que l'écrivain, il vit dans un monde. Et dans ce monde, lorsqu'il y a des problèmes, ces problèmes le concernent. Moi, ce que vous ne savez pas, ces œuvres-là sont nées. Ça, je pleure et j'ai peur. Et osons réinventer l'avenir. Ce sont des œuvres qui sont nées à la suite de l'histoire de Charlie. Donc je sais que tant bien on a du mal à nous faire entendre, il y a beaucoup d'autres qui ont réagi, qui ont écrit, qui ont poussé des cris d'alarme à la suite de cette histoire, comme à la suite d'autres conflits ou d'autres perturbations dans le monde. Ça continue. Les écrivains ne dorment pas. Hein. On continue à réfléchir, on essaie de nous faire entendre. Quelquefois, nos cris font écho dans le cœur des hommes. Et là, ce retentissement a son influence sur les prises de décisions. Comme souvent, il y a des cris aussi qui nous reviennent, et qui ne sont pas entendus. Mais pour autant, on ne va pas se taire, on continue, parce que le silence, aussi bien que les mots, ont leur prix. Oui. Je n'ai pas dit que les écrivains ne font rien. J'ai dit qu'ils ne sont pas audibles. Il y a une nuance. Keltoum. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous parce que peut-être je ne pense pas qu'ils ne soient pas engagés. Mais peut-être qu'ils sont dépassés par les événements. Si les écrivains et les poètes sont dépassés, que dirions-nous, nous autres? Moi, par exemple, dans mon recueil de poèmes, je parle justement de la situation que vit mon pays aujourd'hui. Et en général, et aussi la situation africaine. Moi, je vais juste un peu réagir par rapport à ça, parce que je pense qu'ils sont audibles. Hein.
les événements du Rwanda. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur ça. Il y en a même qui ont été la Rwandaise qui a eu dernièrement le prix Renaudot, c'est ça. Et donc, elle a été entendue. Ce qu'elle a écrit a été lu, a donné un autre éclaircissement sur un problème que les gens voyaient sans comprendre certains éléments. Elle en a parlé, le monde l'a su. Son livre a été sanctionné par le prix Renaudot. Donc, est-ce qu'il y a une façon d'être plus audible que ça? Oui, peut-être, mais ils sont audibles. Oui. On voudrait qu'ils soient encore plus audibles. Alors maintenant, on va parler de vous, mesdames, puisque j'ai la chance de vous avoir sous la main, comme on dit. Alors, Keltoum, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes artiste peintre, chanteuse et poète. Et vous avez sorti votre premier album en 1998 et le second est en cours de sortie. Votre première publication, elle a eu lieu donc en 2013 aux éditions La Sahélienne dans l'anthologie de la poésie malienne. Et puis, en fait, vous avez publié un recueil de poèmes en 2014 intitulé Femme bleue. Alors, je vous donne 2 minutes pour que vous parlez de vous-même et de votre œuvre. Puis ensuite, ce sera le tour de Fatmata. Alors, d'abord, commençons par le premier album, 1998. Vous chantiez quoi, là? Bon, moi, pour le premier album, c'était à l'époque, il y avait des problèmes au nord, évidemment, des problèmes... Au nord du Mali, votre pays. Oui, d'accord. Des problèmes fratricides, comme on dit. Oui. Et pour contribuer à une réflexion qui apaisante, j'ai dû faire cet album-là pour parler, dénoncer certains agissements et demander aux uns aux autres de réfléchir et d'essayer de trouver un accord pour pouvoir mieux vivre ensemble. Et je pense que cet album, je ne l'ai pas vendu, je l'ai distribué. Et ça a fait son effet. Les gens ont écouté, ils ont apprécié, ils ont compris. Et bon, voilà, donc à partir de ce moment, j'ai arrêté de chanter. Et puis là, récemment, j'ai repris de nouveau parce que la situation de mon pays n'est pas bien. Et donc, il fallait réfléchir à comment contribuer à ma façon d'apporter ma vision ou de dénoncer le manque de dialogue entre les gens, je sais pas, de considérations qui font que aujourd'hui on ne s'entend pas, on s'écoute pas, et comment faire que les gens puissent comment vous dites, arrêter sur l'image, s'arrêter sur l'image et puis essayer de réfléchir à ce qui les met en désaccord. Pourquoi? Et donc, je me suis dit, bon, puisque la dernière fois ça a marché, pourquoi pas cette fois-ci? Donc, j'ai commencé cet album-là, et qui n'est pas encore sorti, plus le recueil où je dénonce aussi beaucoup de choses. Est-ce que pour vous, chanter et écrire, c'est la même chose, ou l'un complète l'autre, oui, ou l'un est dans l'autre? Quelle relation faites-vous entre l'écriture et le chant? En fait, quand j'écris ou que je peins ou que je chante, c'est le même sentiment. Ce sentiment de vouloir apporter quelque chose et d'être impuissant en même temps, et qui fait que bon, vous êtes inspiré à chaque fois, vous dites bon voilà, et vous allez en avant, et voilà, c'est ce qui m'anime. Très bien, Keltoum. J'ajoute pour que les téléspectateurs d'Africa Télévision sachent bien à qui ils ont affaire, que vous êtes aussi directrice d'une ONG qui s'appelle, alors peut-être que je vais mal prononcer, Chet Agena, qui signifie gardienne de la culture. Est-ce Voilà. que j'ai bien prononcé? Voilà, c'est Chet Agena, oui, c'est bien prononcé. Oui. Merci, Keltoum. Alors, je me tourne vers Fatmata.
Fatmata, vous avez écrit aussi, vous avez publié, hein, vous avez pu, alors je vais dire rapidement, hein, le dernier c'est Guetter l'aurore. Une anthologie, c'est un collectif. Une anthologie, c'est un collectif, à toutes les muses, crise sécuritaire et violence au nord du Mali. Voilà un point sur lequel vous vous rejoignez en plus, et puis souffert. Et puis sans compter donc toutes les autres activités. Alors, donc expliquez un peu à nos téléspectateurs la trame de cette démarche en littérature. Avant d'aller vers mes œuvres, je voulais dire que la rentrée de cette année, la rentrée littéraire de cette année est placée sous le signe de la diversité. Et en tant qu'espace de réflexion, elle s'inscrit dans le cadre de la reconstruction et de la réconciliation de notre pays, qui est dans cette situation difficile comme le dénonce Keltoum. Donc mes œuvres, dans leur ensemble, parlent d'espérance, plus que de l'espoir, de l'espérance, des jours meilleurs. Et le roman, mon roman, c'est sur la condition de la femme, souffert étymologiquement. Asseoir une fille souffert, Kastigi, Negekoro, c'est juste pour dire que nous avons des subtilités dans nos langues pour dire des choses de façon différente. Là, vous parlez de l'excision. Je parle de l'excision. Et donc, juste après le roman qui parle de la condition de la femme dans notre société qui est le Mali, il y a eu l'histoire qui a beaucoup entaché notre bonheur, c'est-à-dire les différentes crises que le Mali a connues, crise sécuritaire et crise institutionnelle. Donc, le deuxième crise sécuritaire au nord du Mali a été inspiré de cette situation qui a voulu faire la typologie des violences subies par les femmes au début. Mais quand je suis allée sur le terrain, j'ai fait ma première enquête, je me suis rendu compte que c'est toutes les couches qui ont subi des violences. Pour une fois, j'ai dit, je vais sortir du genre et parler de la typologie des violences vécues par les populations, tout simplement. Donc, cette œuvre parle de ça. À toutes les muses, ce sont des poèmes que j'ai écrits au lycée, que j'ai continué d'écrire à l'université, que j'ai continué d'écrire avec la situation de la crise, que j'ai voulu sortir, c'est le dernier. C'est un recueil de poèmes qui parle beaucoup du Mali, de la situation que nous vivons, de la situation politique, de l'espoir que je donne au peuple. Donc, c'est un recueil qui est multithématique. Maintenant, Guetter l'aurore, j'ai eu l'occasion grâce à la rentrée, l'édition passée, de rencontrer un monsieur du nom de Joël Vernet, qui m'a mis en lien avec cette maison d'édition Thierry, qui faisait un collectif sur la résistance, littérature et résistance de 1914 à 2014, 50 ans ou quelque chose comme ça, de résistance en littérature, et j'ai eu la chance d'être sélectionnée comme auteur de littérature de résistance pour être publiée dans ce collectif qui regroupe 15 auteurs du monde entier. Et donc voilà un peu, mais à part ça, j'ai été publiée dans de petites anthologies. Oui, c'est vrai, parce que je n'ai pas tout dit, hein, voilà, j'ai dit l'essentiel. Mais tout entre dans le même cadre, c'est vraiment l'espoir d'un monde meilleur. D'où la nécessité, encore je reviens sur ça, d'oser réinventer l'avenir. Et voilà. Après avoir entendu tout ça, mesdames, vous me dites que votre démarche n'est pas politique, a priori. Expliquez-moi ça, parce que je n'ai entendu que politique. Je dis que c'est politique. S'engager déjà, c'est politique. Oui, bon, je pense qu'on est engagé, parce qu'on peut pas écrire et ne pas être engagé. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on est engagé. Donc, engagé politiquement, si on peut dire ça, je sais pas, parce que on est ceux qui dénoncent et ceux qui pensent que il peut y avoir un monde meilleur, ceux qui pensent que le système ne va pas, il faut réinventer quelque chose pour que les peuples puissent aspirer d'un monde meilleur. Et oui, on est engagé. On est engagé, on veut un monde meilleur pour notre continent, pour le monde. Et
comment apporter cette contribution si ce n'est qu'à travers cette plume. Sinon, on n'est pas pour la violence. Et on pense que on peut apporter des changements sans violence. Maintenant, le plus important, c'est de s'écouter et d'apprendre à se parler. Et c'est ce qui est important et c'est ce qui manque. Voilà. Fatmata, est-ce que l'écrivain, ou en tout cas celui qui fait œuvre d'écrire, est nécessairement une conscience civique? Bien, alors le fait déjà de prendre conscience d'un fait et de le traiter de juste ou d'injuste, je pense que ça participe au civisme, oui, parce qu'on est dans un cadre réglementaire et voilà, et qui définit ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et donc, lorsqu'on prend son courage à deux mains et on dit ça, ce n'est pas bon et ça mérite d'être décrié, dénoncé, je pense que ça participe au civisme. Et pour revenir toujours à la question de la vocation de l'écrivain par rapport à la politique, il y a des écrivains qui ne sont pas partis par deux chemins. Ils ont fait l'écriture, ils ont fait la politique. Nous avons vu Victor Hugo, Aimé Césaire, Henri Lopez. C'est des gens qui se sont engagés. Ils ont écrit. En même temps, ils ont dit, mais pourquoi ne pas s'engager sur la sphère politique pour essayer de mettre en œuvre leur idée? Ils ont essayé. Il y en a qui ont reçu. Il y en a qui ont toujours œuvré pour ce qu'ils voulaient pour leur pays sans jamais réussir comme Césaire. Bien, alors l'écriture, il est politique. Elle peut être politique carrément du point de vue militantiste. Voilà. Ok. Et c'est de la politique donc, ou du civisme donc, mais dans l'esthétique. Voilà. Alors expliquez-moi ça. Comment est-ce qu'on peut mettre la politique, cette chose abominable, dans de l'esthétique? Les fleurs du mal. Ouais. Même ce qui est vilain a un côté beau. On peut faire du beau même avec la mort, qui est la chose la plus horrible, la plus vilaine. Le beau, c'est partout. C'est partout, en fait. C'est partout. On peut le créer partout. Et voilà. Ce qui est sûr, c'est que l'écrivain est engagé. Et écrire, c'est un engagement. Et donc, personnel d'abord. Et ensuite, il prend des directions, bien sûr. Et bon, maintenant, c'est un avis qu'on donne sur la situation. Et cet avis, je sais pas, elle peut être politique et elle peut être aussi aller dans le sens civique aussi voilà. Et comme vous dites esthétique, comment embellir tout ça là? Oui, parce qu'en réalité, si vous inventez ou si vous créez, c'est parce que vous êtes en quête du beau. Du beau, oui. C'est bien ça. Voilà, oui. Et on ne peut pas écrire sans parler de ce qui inquiète tout le monde. Ça veut dire la politique d'aujourd'hui et le système politique, même la réflexion de nos hommes politiques, la façon dont ils gèrent nos pays et tout ça. Donc on ne peut pas ne pas parler de ça parce que nous vivons ça et nous sommes obligés de dire bon, ce que nous pensons et ça n'engage que nous de leur gestion de notre monde. Voilà, et puis je sais pas. Bien. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons faire encore un autre petit exercice. Je vais demander à Fatmata, supposons que vous ayez en face de vous les 54 chefs d'État africains, membres de l'Union africaine, et que vous ayez l'opportunité de leur parler en tant que femme, en tant qu'écrivaine.
Vous leur direz quoi? Il y a beaucoup de choses que je peux leur dire. Oui, mais dites mais l'essentiel. En quelques mots, oui. Je leur parlerai d'unité. Lorsqu'on veut aller rapidement, on va seul. Mais lorsqu'on veut aller sûrement et durablement, on va ensemble. Et ça, c'est important. Je vais leur parler d'unité. Je vais leur parler de l'amélioration des conditions de vie des femmes dans nos sociétés. Je vais leur parler de monnaie aussi, qu'il faut pour l'Afrique, une monnaie commune, qu'on sorte de tout ce que nous vivons en rapport avec ça. Et il y a tellement de choses dans ma tête. Allez-y, quelqu'un va vous compléter, mais allez-y. Voilà. Vous avez une occasion très rare de vous adresser à eux parce qu'ils suivent cette émission-là, donc allez-y. Bien sûr. Et même la condition de l'écrivain, la promotion de l'écrivain, la filière du livre en général, nous voyons la condition dans laquelle nos maisons d'édition travaillent. Et ça ne peut pas ne pas avoir une influence sur nous, sur nos œuvres. Et tout le monde veut se faire publier ailleurs parce qu'on trouve que là-bas c'est mieux. Mais si nos gouvernements avaient un clin d'œil, une subvention ou quelque chose comme ça pour nos maisons d'édition, ça allait contribuer à la réflexion, pousser beaucoup d'autres à écrire. Donc réfléchir déjà à la situation du pays et que tout le monde soit amené à produire parce qu'il y a tellement de choses à produire encore chez nous. Tellement de choses à conceptualiser. Nous avons besoin de dire notre mot par rapport à tellement de choses. Parce que tout ce que nous avons entendu, ou la plupart des choses qui ont été déjà écrites, nous les avons entendues de la bouche des autres. Il faut que nous ayons droit au chapitre, au mot. Et ça n'appartient à nous que de pouvoir arriver à ça et que d'être un peu encouragé, motivé à travers les maisons d'édition, à travers toute la promotion que les écrivains peuvent bénéficier. Voilà. Kaltoum. Alors, supposons que vous ayez tous ces messieurs, dames en face de vous pour compléter Fatmata. Que leur diriez-vous? Moi, je leur dirais surtout de s'entourer de bonnes personnes. Ah. Ouais. Parce que c'est important. Des personnes qui pensent l'intérêt des populations qu'ils gèrent, qu'ils dirigent. Et je leur dirais que nous n'avons pas d'argent. Nous sommes pauvres et nous avons le devoir de travailler. Et la valeur... Nous ne sommes pas pauvres. Ouais. Allons-y. Donc, je ne sais pas comment vous dire ça. Comme elle l'a dit, j'ai envie de dire beaucoup de choses. Et nous en avons vraiment... nous sommes fatigués des guerres qui ont des solutions. Et il n'y a pas une chose qui n'a pas de solution, c'est pas vrai. Et la cupidité, elle mène jamais à... n'est pas disons que c'est pas... Éviter justement ça, ces mots-là. Et nous pouvons faire la paix. Le dialogue, c'est la meilleure solution. Et nous sommes tous des frères. De toute façon, que nous soyons aujourd'hui ensemble ou pas, nous sommes condamnés sur le même continent. Et donc, nous avons le devoir d'une meilleure gestion de notre continent. Et je leur demande surtout de se consulter parce que les frontières sont pas loin. Et donc, les problèmes sont tout près devant la porte de chacun. Et donc... voilà, et puis surtout de s'entourer des bonnes personnes parce que là, ils ne sont pas bien entourés du tout. Merci Kaltoum, merci Fatmata d'avoir d'abord accepté cette invitation et puis d'avoir fait briller de mille feux cette émission. C'est à nous de vous remercier. Par vos talents d'écrivaine. J'espère que nous vous retrouverons une autre fois prochainement sur le plateau d'À votre avis. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, vendredi prochain, je vous invite à discuter des enjeux de la gestion des ressources humaines en Afrique. De quelles ressources humaines disposons-nous? Avons-nous les ressources humaines dont nous avons besoin? Comment est-ce que nos ressources humaines sont gérées? Autant de questions dont nous débattrons à cette occasion.
Comme vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos avis, vos observations au 00223 44 20 80 80 pour le téléphone, pour le SMS au 00223 74 22 59 73 et pour les mails à votre avis @africabtelevision.com. Merci de nous faire confiance, prenez bien soin de vous et à vendredi.